Donc bonjour à ceux qui viennent d'arriver, bienvenue à tous. Un webinaire qui rassemble aujourd'hui pongistes et badistes, puisque c'est un webinaire qui est co-organisé par les deux fédérations, la Fédération du tennis de table et la Fédération de badminton. Je me présente très rapidement, je suis Vincent Vanhul, salarié de la Fédération pour le secteur formation, format BAD, en charge entre autres de l'organisation des différents webinaires que nous proposons. Ce webinaire sera animé ce soir par Pascal Griffo de la Fédération de tennis de table et Johan Penel de la Fédération de badminton, avec l'appui de Nicolas Galtier, conseiller technique national à la Fédération de badminton, référent sur le développement durable. Nicolas aura pour mission de répondre dans la mesure du possible aux questions que vous pourrez poser par le biais du chat et uniquement par le biais du chat. Et les intervenants présenteront le programme un peu plus détaillé dans quelques instants et se présenteront plus en détail également. Quelques règles de fonctionnement pour que nous puissions avoir un déroulement le plus fluide possible du webinaire. Donc, 2 temps, un temps de présentation autour d'une présentation vidéo projetée, suivi d'un temps de questions-réponses par le biais du chat. Donc, merci à tous de penser à laisser vos caméras et micros désactivés, puisque par défaut, quand vous êtes entré dans la salle, a priori, vous avez dû avoir une connexion avec micro et caméra activée. Donc, pour que la bande passante soit la plus fluide possible, on attend environ 200 personnes connectées. Il serait mieux que les micros soient désactivés. Donc sur le fonctionnement, vous pouvez poser les questions par chat dès le début de la présentation et nous reviendrons sur l'ensemble des questions à la fin de l'ensemble des présentations. Donc comme je l'ai dit à ceux qui viennent peut-être d'arriver qui n'ont pas eu l'info, on utilise Teams pour la première fois sur ce type d'activité. Donc on espère que techniquement tout va bien se passer. On a dû s'organiser dans des délais ultra courts. Voilà. Donc merci de respecter la consigne caméra et micro. Sur ce, je passe le relais à Johan et à Pascal pour la présentation du programme, du webinaire qui vous intéresse. Bon webinaire à tous. Juste une petite question. Apparemment, on n'a pas accès au chat. Je ne sais pas si je suis tout seul dans ce cas-là. Le chat, normalement... J'ai pas accès au chat. Vous n'avez pas accès au chat. Normalement, dans les fonctionnalités, vous avez à côté du micro et de la caméra une petite icône qui ressemble à une bulle qui permet de masquer ou de afficher la conversation. Oui, mais il faut que le propriétaire il l'accepte en fait. Il y a une action à faire par le propriétaire. C'est bizarre parce qu'on a fait un test avec certains qui étaient arrivés. Donc, comment se fait-il que j'en ai qui puissent se communiquer et pas bon. C'est précisé qu'on n'est pas membre. Parce que Vincent, il y a seuls les organisateurs et les présentateurs. Donc, alors, ça veut dire qu'il faut qu'on vous bascule. Donc, on va essayer de résoudre ça. Non, Vincent, tu as déjà plein de gens qui ont commenté dans le chat et qui ne sont pas de la Fédé. Oui, dont Manu, avec qui on a fait le test. Donc, on va essayer de regarder ça. En attendant, je vous invite à désactiver vos micros. On va regarder ça avec Pauline, qui est aussi en soutien sur la logistique, pour essayer de voir si c'est un statut sur lequel il faut qu'on fasse une modif. Donc, Johan, je te laisse la main. Pascal, je te laisse la main également. Et puis, on essaie de regarder sur la problématique de messagerie. Merci Vincent. Donc bonjour à tous et à toutes. Merci de nous avoir rejoints aussi nombreux ce soir. On va tenir les délais. Avec Pascal, on s'y engage. On part pour une grosse demi-heure de présentation. Et puis après, on interagira avec vous selon les règles que Vincent a rappelées sur le chat avec Nicolas à l'écrit et Pascal et moi à l'oral. Donc Johan Penel, je suis responsable de la commission développement durable et citoyenneté à la Fédération. Et je passe la parole à Pascal qui va se présenter. Bonsoir donc à toutes et à tous. Pascal Griffo, je suis chargé de mission développement durable à la Fédération française de tennis de table. Et donc j'accompagne ce soir Johan dans cette présentation éco-responsabilité. Voilà.
Alors, normalement, vous voyez tous le PowerPoint à l'écran. Pascal, tu me confirmes que tu le vois bien? Ouais, c'est bon. Impeccable. Donc, n'hésitez pas à interagir. Hein, il y a toute l'équipe qui est derrière pour répondre à vos questions. Et puis, pour les questions qu'on n'aurait éventuellement pas le temps de traiter à l'oral, on va essayer de se donner jusqu'à 19h. Eh bien, on le fera par écrit et on vous transmettra tout ça à l'issue du webinaire. Donc, le thème aujourd'hui, l'éco-responsabilité dans la vie sportive. On va traiter ce sujet et puis essayer surtout de vous expliquer un petit peu ce qu'il y a de caché derrière et de voir le cheminement qu'on a pu avoir dans nos deux fédérations sur la décennie qui vient de s'écouler autour de ce thème-là de l'éco-responsabilité et qui va évoluer petit à petit vers un concept de responsabilité encore plus générale sur laquelle on reviendra dans la présentation. Donc voilà, l'idée initiale, c'était de considérer les impacts de l'activité quotidienne au sein de vos clubs de tennis de table ou de badminton sur l'ensemble, planète et population. Alors, éco-responsabilité, on s'intéressait surtout essentiellement à la notion d'écologie et d'impact sur la planète. Et puis, il y a le concept de développement durable qui est plus large, qui prend en compte d'autres aspects sur lesquels on va revenir. Et donc, en particulier, si on s'intéresse à l'écosystème club, et ça c'est valable quelle que soit la discipline sportive, vous avez un certain nombre de parties prenantes. Et l'idée vraiment qu'on va essayer de vous transmettre avec Pascal tout au long de ce webinaire, c'est de voir comment est-ce qu'on va intégrer ces différents publics dans une politique associative en prenant en compte justement cette notion d'impact. Donc, comment est-ce que la politique que vous allez mener en tant que bénévole ou professionnel du badminton va impacter ces différentes parties prenantes sur des aspects sociaux, économiques, écologiques, sur les axes de gouvernance de manière générale. Donc là, vous voyez, on voit apparaître le monde fédéral pour vos clubs qui sont affiliés à la FFTT, à la FFBAD. Ça s'entend dans sa généralité, les comités, les ligues, la fédération, avec ses élus, ses cadres techniques et ses salariés. Et donc concrètement, on replace vraiment le club au cœur de son territoire. Le club est un acteur sportif et on va voir dans quelle mesure la politique associative va venir s'intégrer dans un cadre plus général qui est la politique publique de votre territoire avec des intervenants éventuellement publics et privés. Donc surtout, l'une des philosophies qu'on va essayer de transmettre, c'est cette notion non pas de contrainte, c'est souvent perçu comme ça, c'est quelque chose qui vient se rajouter à des contraintes déjà existantes, mais on va essayer de vous montrer que c'est avant tout une philosophie pour construire vos projets associatifs et que dans la plupart des cas, c'est déjà des actions que vous avez engagées, mais que vous n'avez pas forcément mis sous ce chapeau de la responsabilité globale de votre association, et de justement redonner une cohérence à toute votre politique associative à travers le prisme de la question de l'impact. Donc vous avez peut-être vu un certain nombre de graphiques, d'images de ce type-là, qui reprend justement les différents piliers de ce qu'on appelle le développement durable, pour dire au milieu, vous avez un horizon. Cet horizon, c'est la société que vous aimeriez, dans laquelle vous aimeriez vivre. Et notre dynamique, notre démarche, c'est de voir comment est-ce que le sport, dans toute sa globalité, va pouvoir contribuer à la construction de cette société dont vous rêvez. Donc évidemment, c'est un horizon vers lequel on souhaite tendre. Et là, ce qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est le chemin qu'on peut construire tous ensemble pour aller vers cet horizon-là. Donc on voit les différents piliers. Pour construire une société idéale, il faut tenir compte de ces différents axes, et pas un seul. Un des écueils d'une démarche responsable de manière générale, c'est de vouloir traiter un seul des axes. Et là, l'idée qu'on va essayer de mettre en avant aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut concilier ces différents axes pour maximiser l'impact de votre politique associative. On a tous des préférences,
Et là, vraiment, l'idée va être de s'intéresser à d'autres axes et voir comment tout est interconnecté. L'interdépendance, c'est une notion qui est fondamentale dans cette approche. Alors, si on revient plus particulièrement sur la notion d'éco-responsabilité et d'impact écologique, le premier point, c'est que le sport, par ses activités multiples, ont un impact à la fois sur la planète et les populations. Typiquement sur les internationaux de France de badminton, qui est notre compétition de référence, on a fait un bilan carbone en 2015 qui a montré que 98% de l'impact de la compétition venait des déplacements des personnes, donc joueurs et spectateurs, sur la compétition. Donc on ne peut pas faire comme si le sport était dans sa bulle et n'avait aucun impact sur le reste du monde. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, le sport subit aussi les conséquences. On l'a vu sur certaines compétitions qui sont annulées à cause des conditions climatiques. On voit la saison de ski ou de biathlon qui diminue faute de neige. On a vu des championnats du monde d'athlétisme qui se sont déroulés dans des conditions très complexes pour les athlètes. Donc là aussi, le sport a gagné à prendre en compte ces dimensions-là. Et puis la dernière chose, c'est que on apprend toujours plus facilement en s'amusant et que le sport, ça peut être un vecteur de bonnes pratiques. On n'est pas là, et surtout dans tout ce qu'on va dire aujourd'hui, on n'est pas là pour moraliser. On n'est pas là pour tenir des propos et donner la leçon. On est vraiment là pour essayer de construire ensemble. Et pour construire ensemble, il faut qu'on ait conscience des différents enjeux et des différents impacts que chaque action, chaque décision peut avoir sur tout l'écosystème qu'on vous a montré tout à l'heure, et en particulier le territoire dans sa généralité. Et puis on n'oublie pas que le sport, ce sont aussi des emplois, et donc en tant qu'employeur, on a un rôle social dans la société. Alors n'oubliez pas surtout de couper vos micros et vos caméras pour que tout se passe bien et que tout le monde entende bien sur la totalité du webinaire. Alors, pour justement intégrer toutes ces notions-là dans la construction de sa vie associative, il y a plusieurs moyens de découper en champs complémentaires et transversaux. Là, on va vous illustrer, Pascal va prendre le relais, on va vous illustrer un petit peu 15 champs qui viennent du ministère des Sports, qui a lancé en 2017 une charte pour les événements, et donc pour guider les organisateurs qui n'oublient rien. Comme je le disais tout à l'heure, on peut avoir un axe privilégié, et si on ne prend pas en compte la totalité des axes, ben on diminue son impact. Donc là, c'est un exemple de découpage d'une politique associative que Pascal va vous illustrer par des actions concrètes. Évidemment, il y a beaucoup d'autres possibilités de le faire. Donc maintenant, je laisse la parole à Pascal. Merci Johan pour cette présentation, ce préambule. Donc effectivement là, donc on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet un petit peu, et puis ce que je vais vous présenter, les 15 points, les 15 actions, c'est des actions qui ont déjà été menées, qu'on a évaluées, et donc voilà. Mais il ne faut pas que ça s'arrête uniquement à ce qu'on va vous présenter ce soir. C'est aussi à vous d'imaginer vos actions, etc., etc. Donc, une des premières actions qui paraît indispensable et cohérente par rapport à la bonne marche de votre projet, c'est quand même une personne référente qui sera sur la thématique de l'éco-responsabilité ou développement durable. Enfin voilà, cette personne doit être bien identifiée dans l'organigramme de votre organisation, soit de manifestation ou de club. Sa fonction, c'est importante, elle est transversale, c'est-à-dire elle n'appartient à aucune commission particulière. Alors ça peut être un élu, un salarié, pourquoi pas un bénévole, mais ce qui est important, ce qui me semble important, c'est de ne pas oublier d'attribuer officiellement cette mission pour que ce référent soit légitime dans ses fonctions. Ce référent doit être surtout force de proposition au sein de son association, et notamment au travers du projet sportif. Puis une de ses premières missions pourrait être de créer une brigade verte. Alors, ce qu'on appelle une brigade verte, c'est une équipe de bénévoles qui l'aiderait dans ses différentes tâches lors des manifestations ou la vie quotidienne du club. Pour Ecobad, le label Ecobad, il y a des points attribués si cette personne-là est formée sur la formation OBR. On verra plus tard. Qui dit bénévole dit effectivement valorisation.
Donc, une bonne communication, vous voyez quelques exemples sur l'écran, dotation pendant l'événement, remerciements, valorisation au travers du compte épargne citoyen. Mais ce qui semble important, c'est que les bénévoles sont des composantes indispensables d'une organisation et pas des petites mains corvéables à merci. Il n'y a pas d'âge pour être bénévole sur un tournoi. La dynamique interne repose sur la considération de tout le monde et du collectif. Autre point, un des points importants, c'est cette sensibilisation au développement durable. Elle passe par plusieurs phases de communication, de mots de bienvenue, exposition. Enfin, vous avez des outils à votre disposition. Un ambassadeur sous le tri des collectivités, ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Vous avez à votre disposition des quiz, des flyers, des jeux. Tout ça a été expérimenté déjà sur des organisations. Un colloque, une formation en marge de l'événement, évoquer des problématiques sur le dopage. Et pourquoi pas créer une charte de développement durable à l'intention de tous les acteurs. Il nous semble que c'est vraiment la colonne vertébrale de votre action, la sensibilisation à l'éco-responsabilité. Si dans la vie de tous les jours, on est sensibilisé, voire sursensibilisé à en devenir banalisé, ce n'est pas le cas malheureusement dans notre milieu associatif, où on peut constater que les gestes éco-responsables ne sont pas dans nos habitudes. Les sujets peuvent être divers et variés, et vous trouverez sans doute dans ce qu'on va développer cette soirée des exemples parmi les points que nous allons développer aujourd'hui. À vous aussi d'imaginer le moyen d'intervention auprès de votre public. Par quels moyens? Réunions, formations, interventions, ambassadeurs d'aider. Aussi bien à la FFBAT que à la FFTT ou au ministère des Sports, au CNSF, il y a des outils qui existent pour vous aider. Un des points importants qui fait partie de ces 15 actions, c'est le respect de la parité dans les postes de direction. L'exemple type, c'est les femmes à la buvette et les hommes à la logistique. Donc on recherche plus une parité dans les postes et les missions. Et pour ça, il faut aussi former les hommes et les femmes aux responsabilités. Alors on a fait un petit, sans abreuver de chiffres, mais 19% de licenciés en tennis de table, 36% au badminton. On ne peut pas dire qu'on est dans une bonne configuration pour favoriser la parité. Mais on peut reconnaître aussi que nos deux fédérations, les ligues, les comités, les clubs proposent des actions pour développer la pratique féminine. Mais est-ce que tous nos dirigeants essaient de favoriser la parité homme-femme dans les postes à responsabilité? Combien de présidents dans les clubs? Combien de directrices de tournois? Un petit message à faire passer, mesdames, n'ayez aucune crainte sur vos compétences pour prendre des responsabilités. Et messieurs, n'ayez aucune crainte sur l'avenir de nos associations avec une gouvernance mixte. Toutes les initiatives seront bonnes et porteuses d'espoir dans ce domaine-là. Autre point important, c'est l'accessibilité, enfin qui nous semble important, c'est l'accessibilité aux personnes défavorisées. Vous pouvez très bien proposer des animations en partenariat avec une association d'intégration des réfugiés type France Terre d'Asile, mais il y en a plein d'autres. En plus, localement, je pense que vous en connaissez un certain nombre. Vous pouvez imaginer des accompagnements personnalisés, individualisés avec des personnes en difficulté, notamment des chômeurs, avec l'aide à la rédaction d'un CV. Et puis aussi qu'un certain nombre de clubs pratiquent la différenciation des tarifs en provenance des territoires carencés. C'est vraiment dans vos actions au quotidien et lors de vos manifestations, est-ce que vous avez pensé à accueillir ce public défavorisé, chômeurs, personnes pauvres? La liste est malheureusement longue et ce n'est pas notre rôle, n'est-ce pas notre rôle, notre mission de leur proposer de pratiquer notre activité, d'assister à nos spectacles sportifs? Pour certaines actions, des aides peuvent être mobilisés et nous vous invitons à vous rapprocher de vos collectivités, mairies, conseils départemental, CCAS, etc. ou de partenaires associatifs, Emmaüs, les Restos du Cœur. C'est indéniable que leur sourire, leur bonheur d'avoir découvert et pratiqué une activité éloignée de leur quotidien vous apporteront sans doute beaucoup de satisfaction et pourquoi pas de nouveaux adhérents, ce qui n'est pas négligeable. Autre domaine qui nous semble important, depuis en plus avec la loi du 11 février 2005, c'est l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Alors l'accessibilité matérielle évidemment dans les équipements, mais aussi l'accessibilité au sein de votre club, avec l'accueil de groupes IME, Institut médico-éducatif, des partenariats avec les comités départementaux handisport et sport adapté pour une découverte de votre activité. Et la cerise sur le gâteau, comme je dirais, c'est une affiliation à la FFH ou à la FFSA.
Mais là-dedans, il faut vraiment s'assurer que tout est accessible dans l'infrastructure, les gradins, les vestiaires, les toilettes, les buvettes. Et pour ça, je vous engage aussi un petit peu à regarder ce qui se passe chez vos voisins associatifs qui pratiquent dans votre même salle, dans vos équipements communs, et de voir avec eux, un petit peu de vous rapprocher avec eux pour essayer d'échanger et de voir si tout va bien, s'il n'y a pas des problèmes bien identifiés, et puis être force de proposition auprès de la collectivité pour faire avancer les choses et éviter qu'une personne en fauteuil, par exemple, ne puisse pas rentrer dans une salle parce qu'il y a 3 marches d'escalier. Autre point qui nous semble important, c'est ce qui concerne ambassadeurs, ambassadrices. Donc, sur les 2 fédérations, ont FFBAD Jordan Corvée et FFTT Carole Grundy sur Generali Sport Responsable. Voilà les deux ambassadeurs de nos 2 fédérations. Mais on pourrait se poser la question aussi sur des ambassadeurs plus de proximité. Le meilleur joueur de votre club, le meilleur joueur ou la meilleure joueuse du département, de la ligue, qui, il ou elle, serait quand même plus accessible et peut-être plus facile à mobiliser sur une manifestation qui pourrait ainsi porter la bonne parole. Mais attention quand même, parce que ça demande une certaine contrainte sportive, philosophique, d'être ambassadeur, et peut-être que toutes les personnes ne sont pas en adéquation avec nos objectifs. Voilà. Et puis, il s'agit aussi de contribuer à la culture de notre discipline au travers de ces ambassadeurs et ambassadrices. Un point important, la gestion des déchets. Je l'ai mis au milieu de la présentation, pas au début pour faire peur, pas à la fin pour le minimiser. Donc j'ai fait le choix de le mettre au milieu parce que c'est vraiment un problème important. Donc on peut trouver quelques exemples d'actions, le pesage des poubelles, pour rendre cet aspect concret, la réduction des déchets, les collectivités, le compost, plusieurs points de collecte, etc. Mais ce qui est important, c'est ce que vous avez déjà entendu dans vos associations, lors des manifestations ou même dans la vie quotidienne. Je ne suis pas là pour trier les poubelles. Combien de fois vous l'avez entendu? Alors, le tri des déchets lors d'une manifestation, c'est quand même la partie visible, surtout si vous vous affichez et annoncez haut et fort comme une éco-manifestation. Et là, je reviens au premier slide, c'était sur la brigade verte. Et donc, peut-être une des missions que vous devez avoir en tête, c'est de créer cette brigade verte justement pour gérer le flux des déchets qui, dans une compétition, est relativement important. Et il n'y a rien de plus désagréable de voir des poubelles qui débordent. Pascal, excuse-moi de t'embêter. Est-ce que tu peux couper ton vibreur? Parce qu'en fait, tout le monde l'entend vibrer. Ben ouais, je m'en doute, mais j'ai essayé tout à l'heure, mais j'ai pas réussi. Je suis sur mon téléphone, et si tu veux, si tu te mets en muet, attends là, je viens de voir. Ah non, je me mets en muet. Alors comment je peux me faire en muet? Si tu baisses le son au minimum, il te met en vibreur, et quand tu le refais encore une fois, normalement, il te met en silencieux. Voilà, excusez-nous pour ces petits réglages techniques. Pascal revient parmi nous très vite. Pascal, tu nous entends? Ah, manifestement, on a même perdu Pascal. Oui, il a désactivé son micro. Il faut que tu réactives ton micro, parce que là, tu as dû passer en muet total. On n'entend plus le vibreur, mais on n'entend plus la voix non plus. Ce sont les joies du direct. Ouais.
Et là, personne peut le faire à ta place. Alors, vous pouvez continuer de mettre vos questions dans le chat. Il y a beaucoup de questions intéressantes. On essaiera d'y apporter des éclairages selon notre connaissance, même si évidemment il y a beaucoup de choses à construire ensemble grâce à vos retours. Alors, est-ce que Pascal est revenu? Non, toujours pas. Donc là, il a coupé sa caméra, mais... Excusez-moi, je profite de l'interruption juste pour dire que moi, j'ai pas accès au chat. Oui, alors on n'arrive pas à trouver d'où vient le problème parce on reçoit beaucoup de messages par le chat, donc ça pourrait venir du système d'exploitation ou de l'utilisation d'une tablette ou d'un téléphone plutôt que d'un ordi. Je vois que ça. Sinon, je ne saurais pas expliquer la raison de cette difficulté. Nous servons de cobaye aujourd'hui. On s'en excuse vraiment auprès de vous. De toute façon, voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas après, vous aurez toutes nos coordonnées à nous contacter par email. On se fera un plaisir de vous répondre. Alors, Pascal n'étant toujours pas revenu, je vais avancer dans le diaporama et puis dès que Pascal revient, je lui repasse la parole. Donc, on était sur la question essentielle des déchets qui ne doit pas, comme le disait Pascal, être votre unique mission. On essaiera peut-être de vous réduire à ça parce que c'est une partie qui est visible, c'est une partie sur laquelle on se donne bonne conscience. Pour autant, il faut faire très attention et ça se construit en amont. On ne se retrouve pas avec des exemples où pendant tout un week-end, tout le monde a fait le tri dans les poubelles et qu'à la fin, le gardien met tout dans la même poubelle. Pascal est revenu? Ouais, je suis revenu. Super. Eh bien, je te repasse la parole. Donc, tu avais les mains dans les poubelles, c'est ça, Johan? Exactement. Et je te les laisse. Le truc qu'on adore faire, mais qu'il faut quand même faire. Donc tout l'intérêt d'avoir une brigade verte. Mais pour vous aider dans ces démarches-là, il y a des personnes qualifiées que vous trouverez dans les mairies, communes, régies, pour vous aider. Alors, je n'ai pas dit qu'ils feront le tri dans les poubelles à votre place, mais ils peuvent vous apporter des outils, vous donner une logistique, des signalétiques, etc. Chose intéressante, c'est de faire un pesage des poubelles et de connaître le taux de valorisation. Ça donne un bilan de votre action sur le tri des déchets. Et puis, les décideurs adorent avoir des chiffres de ce type-là. Et puis, si jamais vous voulez pas trier les poubelles parce que ça vous semble inintéressant, et il y a des associations qui peuvent le faire à votre place, mais c'est généralement payant. Voilà. Je reprends le fil. Hop. Donc, on est en suivant innovation écologique. Donc, innovation écologique, qui est, là, on imagine différents trucs. On en a vu des choses plus ou moins originales dans les différentes réunions auxquelles on a participé avec Yuan, des clubs qui ont valorisé les volants en imaginant des choses, des balles de tennis de table aussi, et puis des pédaliers pour recharger les téléphones portables, ça vous les trouvez aussi dans les halls de gare. Et puis aussi, on a vu quelques vélos pour produire des smoothies. Mais là, je vous laisse à votre imagination débordante, et je sais que là, on trouve des choses plus ou moins toujours originales, mais qui sont dans l'innovation écologique. Voilà. Et puis, c'est des choses qui plaisent un petit peu à nos partenaires institutionnels, associatifs et privés. Dans l'action, autre point important, l'action solidaire. Les deux fédérations ont des associations qui œuvrent par rapport à cette action-là. Pour le tennis de table, c'est Ping Sans Frontières, et pour le combat, Solidad, qui, elle, fait une reversion des parties des inscriptions, vente de matériel et collecte de matériel, comme Ping Sans Frontières d'ailleurs. Et puis, Bouchon d'Amour, collecte de bouchons, suivi du bouchon, vous la connaissez tous, cette association. Mais peut-être que vous avez aussi près de vous
localement des associations qui mènent des actions de solidarité. Donc personne ne vous empêche de les inviter à vos manifestations. Ça leur fera un coup de projecteur, ça vous donnera une animation et puis ça mettra une valeur ajoutée à votre manifestation. Mobilité. Alors, tout à l'heure, Johan parlait du bilan carbone des internationaux de badminton où les déplacements faisaient partie de l'impact le plus important. Et effectivement, on l'a tous constaté dans nos manifestations, dans notre organisation au quotidien, c'est quand même les déplacements qui sont une grande part de production de pollution. Donc l'objectif c'est d'inciter au covoiturage, valoriser les transports en commun par un accès à parking plus proche, une boîte confort, développer des solutions d'hébergement partagé. Ça s'appelle le couchsurfing, recenser le mode de transport au moment du pointage. Voilà, ça paraît important de recenser le mode de transport pour faire pas faire un bilan carbone, mais une estimation un petit peu de savoir comment les gens se déplacent. Et je pense que si on habite à la ville ou à la campagne, il y a toujours un moyen de diminuer son impact carbone par différentes manières. Voilà, donc, mais en plus, vous pouvez aussi imaginer auprès de votre collectivité d'être force de proposition. Et peut-être que si le bus s'arrête 500 mètres plus loin, peut-être qu'il pourrait s'arrêter près de votre salle de tennis de table si vous avez un impact un petit peu fort auprès de votre collectivité. Ah, un autre point important dans le développement durable, dans l'éco-responsabilité, c'est la restauration. Ça fait partie des choses qui sont visibles. Et donc là, vous avez buvette, restauration locale, on fait une dynamique en interne, mise en place d'un système de tri à la restauration pour éviter que la nourriture se retrouve avec les emballages, ce qui empêche un bon recyclage. Ça, c'est énorme. On a vécu sur une grande école internationale dernièrement. Et puis, vous avez la possibilité d'avoir de la vaisselle lavable à la place de la vaisselle plastique. Et puis, petite remarque, petite réflexion que je vous porte. La tranche de jambon blanc de mon boucher est-elle plus chère que celle du supermarché? Donc, ma marge sera moins importante. Oui, effectivement, mais qu'en pense le client? Est-ce qu'il préfère manger un bon sandwich préparé avec des bons produits locaux ou alors avec des produits bas de gamme? C'est un débat. Je ne sais pas si dans les associations, ce débat a lieu. Mais ça pourrait être intéressant dans l'élaboration de votre politique d'achat pour essayer de faire du local, du bio, de la proximité. Alors il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est aussi bien en badminton qu'en tennis de table, c'est la fabrication du matériel qui est souvent fabriqué donc là c'est un peu compliqué de voir de favoriser les circuits courts. Ça n'a pas lieu avec la restauration, mais c'est pas grave. Achats. Donc, les achats, un truc que la Fédération badminton fait beaucoup, nous en FFTT on le trouve beaucoup moins, c'est dans les tournois, ils offrent des cadeaux aux participants. Et donc la question qui se pose, est-ce que vous n'avez pas de cadeau d'accueil ou un cadeau local solidaire en partenariat avec les commerces locaux? Une réflexion sur les récompenses aussi, la multiplication des récompenses, la provenance des récompenses, la vaisselle, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis au niveau badminton, F7, c'est ce qui propose des séparateurs de terrain éco-responsables. Et puis vous l'avez tous bien sûr imprimé vert. Moi, je reviendrai un petit peu sur cette histoire de vaisselle qui s'apprend un petit peu par rapport au slide précédent sur la restauration, où on a quand même un peu tendance à abuser de la vaisselle plastique qui va être interdite bientôt, donc on va être obligé d'y passer sur la vaisselle lavable. Et tout le monde est unanime pour quand même reconnaître que c'est plus agréable dans une assiette dure avec des couverts qui ne se cassent pas. Mais vous allez me dire, il ne faut pas la vaisselle, c'est vrai, et c'est plus cher, c'est vraiment vrai. C'est vrai que il faut faire la vaisselle, donc effectivement ça demande une organisation particulière lors de votre manifestation.
le deuxième argument, c'est plus cher, c'est pas vrai, parce que je pense qu'aujourd'hui, si vous allez dans l'Emmaüs de votre localité, de votre région, vous allez trouver, vous allez avoir l'embarras du choix au niveau vaisselle, couvert, et à un prix défiant toute concurrence. Les ressources naturelles. Alors, ce qu'on appelle, c'est l'eau, l'électricité. Fermer timer sur les minuteurs, sur les lumières dans les vestiaires, les couloirs, fermer les portes, fermer les robinets, 3 minutes sous la douche. Alors, si le premier, il dépend certes surtout de la collectivité qui va installer des timers dans les vestiaires et dans les couloirs, les 3 autres points, quand même, c'est de votre responsabilité, notamment fermer les portes, fermer les robinets, 3 minutes sous la douche. Un point qui me semble important aussi, que vous avez tous constaté, c'est les bouteilles d'eau. Un exemple flagrant, c'est l'utilisation des bouteilles d'eau en plastique lors des entraînements ou en compétition, où on retrouve je ne sais pas combien de bouteilles à moitié bues ou à moitié vide, comme vous voulez, et qui traînent à la fin de la compétition. Donc, je ne sais pas si vous pouvez imaginer un peu le volume de plastique, le volume d'eau qui sont gaspillés ainsi. Donc, il y a quand même une solution simple et pratique. C'est la gourde, c'est l'eau du robinet. Voilà. Et puis, comme c'est la douche aussi, comme on dit, c'est pas la peine de rester plus de 3 minutes sous la douche pour fêter la victoire. Voilà. Et dernier point concernant ces 15 actions, c'est les sites naturels. Et même si on fait un sport en salle, on est quand même un petit peu impacté, notamment avec tous les mégots qui sont à l'entrée de la salle. Donc, est-ce qu'il y a des cendriers à l'entrée de votre salle? Est-ce que vous avez recensé les espèces endémiques pour les mettre en valeur? Voilà. Donc, c'est peut-être pas une de nos actions prioritaires, mais voilà, on doit y faire attention. Voilà, puis je m'excuse un petit peu pour la coupure de tout à l'heure. Voilà, puis je repasse la parole à Johan, qui doit être prêt dans les starting blocks. Merci Pascal. Alors sur la notion de bilan, évidemment, c'est une démarche importante et fondamentale dans votre approche. Il faut que vous soyez en capacité de quantifier ce que vous avez réussi à faire sur l'édition qui vient de se dérouler pour se projeter tout de suite dans l'édition d'après. D'accord ? La démarche d'éco-responsabilité, de manière générale, s'appuie sur des indicateurs, s'appuie dans le temps long. C'est pas du ponctuel, une fois, on s'est donné bonne conscience. C'est vraiment créer des bonnes pratiques pérennisées dans le temps. Alors, comme les maîtres du temps m'indiquent qu'on a allègrement dépassé le temps qu'on s'était donné, on va aller vite, pour maintenant faire juste un petit focus et dire comment est-ce que dans les politiques fédérales, on a intégré ça. Et juste pour revenir sur, j'ai vu certaines questions, évidemment, tout ce qu'on est en train de vous dire, ça ne peut pas être exhaustif en une demi-heure. D'habitude, on passe un week-end entier à vous transmettre toutes les bonnes pratiques, donc on s'excuse par avance pour ceux qu'on n'aurait pas pu citer, et on vous donnera des clés pour la suite pour aller justement vers l'exhaustivité. Donc, dans le cadre de la Fédération de badminton, la stratégie qui date du début des années 2010 était centrée sur la compétition. Comment est-ce qu'on intègre toutes ces dimensions-là que Pascal vient d'évoquer dans votre comité d'organisation? Et pour valoriser ça, on a mis en place un label qui s'applique vraiment au tournoi. Pascal reviendra après sur le label Ping Global pour le tennis de table. Donc voilà, et dans notre démarche, on informe les collectivités territoriales nous-mêmes pour leur dire, voilà, sur votre territoire, vous avez un club engagé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la mobilisation que ça peut créer chez les bénévoles dans vos clubs. Vous pouvez arriver à toucher des bénévoles que vous ne touchiez pas avec d'autres aspects de votre politique sportive. Donc sur le site de la fédération, vous avez en bas de la diapo le lien vers l'espace qui est dédié au développement durable sur le site fédéral, dans lequel vous avez en particulier un certain nombre de fiches pratiques qui sont en cours de remise au bout du jour et qui vous donnent déjà une première piste sur chacune de ces dimensions.
Deuxième point, les dispositifs fédéraux. Donc vous avez déjà eu peut-être pour certains le webinaire sur le BAD pour tous en janvier 2020, qui justement présentait un certain nombre de dispositifs vers des publics plus ou moins éloignés de la pratique. Et là aussi, la dimension qu'on essaie de transmettre, c'est de montrer que tout ça, ça participe de la même philosophie. C'est pas l'éco-responsabilité d'un côté et puis les seniors de l'autre, la pratique en dit d'un autre côté. C'est vraiment dans la même démarche de contribuer à ce modèle de société plus inclusif, plus solidaire et plus sain. Donc là, on vous a mis un certain nombre de dispositifs actuels ou en cours de déploiement à la fédération et pour laquelle on vous fournit un certain nombre de supports. Mais ce qui est important derrière cette diapo, c'est de voir que quand vous vous investissez dans ces éléments-là, en fait, vous faites du développement durable à votre manière. Et l'avantage, c'est que à travers la nouvelle stratégie badminton responsable qu'on vient de lancer à la fédération, ça sera la stratégie des années 2020, l'idée, c'est vraiment de fournir au club un certain nombre d'outils qui soient cohérents. J'y reviendrai dans la conclusion. Ce qui est important là-dedans, c'est la globalité. C'est de toucher à tout et de voir quel est l'impact, les interactions qu'ont les différents secteurs de votre club entre eux et que les différents secteurs de la fédération peuvent avoir. Tout en bas de la diapo, tout ça, ça vous sera fourni après. Vous avez le lien vers une enquête, puisque la stratégie, ce sont les grandes lignes, c'est l'horizon qu'on s'est fixé pour la fédération. Et maintenant, le plan d'action, la partie opérationnelle et concrète, on veut la construire avec l'ensemble de la communauté du badminton. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à y contribuer. Et on passe au focus sur la fédération de tennis de table. Alors, pour la fédération de tennis de table qui depuis 2010 a mis en place différents plans d'action et le dernier donc sur l'Olympiade 2017-2020, la stratégie nationale de développement durable avec 4 axes: solidarité, internationale, gouvernance et formation. Je ne vais pas détailler précisément les 4 axes, mais le défi 1 sur la formation, on propose des interventions sur les DE, les BP. On participe avec nos amis de FFBAD à la formation Humbert. Et puis, si vous voulez, on peut, au travers des CREF, proposer une sensibilisation au développement durable. Au niveau de la gouvernance, tout dans le cahier des charges de nos épreuves nationales, toutes ayant un volet développement durable, et aussi pour la première année au niveau de l'ANS et FFTT, donc où le développement durable a fait son entrée. Nous participons au trophée Général Sport Responsable. Il y a le label Ping Durable, alors qui est un peu différent que le label FFBAD, parce que le label Eco FFBAD est sur les compétitions, si j'ai bien compris, sur les épreuves. Le label Ping Durable, il est plus sur la vie du club, le quotidien du club. Il y a un onglet Ping Durable sur le site de la FFTT où vous trouverez toutes les informations que je suis en train de vous donner, entre autres. Et une mission intéressante de la fédération, c'est aussi d'être l'interlocuteur du ministère des Sports et du CNSF au niveau du développement durable. Alors, nous avons une action de récupération, reconditionnement de raquettes. On participe aussi à des travaux actuellement sur le recyclage des balles. Je sais que je vais avoir une question là-dessus. Et puis, le grand chantier de l'Olympiade, c'était quand même de mettre en avant les GESI, les grands événements sportifs internationaux. Donc, une signature avec le ministère des Sports pour la Coupe du Monde 2017 à Disney, pour les championnats d'Europe par équipe à Nantes et les championnats du monde vétérans à Bordeaux en 2020, qui sont donc maintenant repoussés en 2021. Voilà un petit peu le fil conducteur du développement durable à la Fédération française de tennis de table. Merci Pascal. Et donc pour conclure, voilà ce tout petit temps de présentation sur toutes ces notions de responsabilité. L'idée, c'est vraiment de vous faire voir ça comme un intérêt pour les clubs, les comités, les ligues et les fédérations dans leur structuration, dans leur rapport à toute leur communauté, et de voir qu'il y a des notions centrales. La première, c'est la transversalité. Il faut que tout le monde s'associe à ces démarches-là, que tous les dispositifs qui sortent des fédérations, que toutes les actions que vous lancez dans vos clubs, elles soient analysées à travers le prisme du développement durable. Il y a l'aspect, le deuxième aspect, c'est
le levier de mobilisation, vous avez des forces vives dans vos clubs à capter, il faut trouver les bons éléments de langage pour les faire venir dans l'action. Et toutes ces notions-là peuvent donner une autre image de la communauté sportive dans son ensemble. Deux derniers points, l'aspect différenciation, évidemment sur un territoire, même si on aimerait tous main dans la main, les clubs sont en concurrence les uns avec les autres, ils sont en concurrence pour des créneaux, pour des subventions, pour des partenaires. Eh bien, ces axes-là sont des leviers pour changer l'image toujours du sport par rapport à ses interlocuteurs. Et puis, dernier point, votre club est un élément d'un territoire et toutes ces notions-là peuvent vous ouvrir les portes d'autres infrastructures en changeant un petit peu de langage. Donc, la globalité, la transversalité, et puis surtout, toute une équipe derrière vous. Donc, si tout ce qu'on vous a raconté vous intéresse, la prochaine formation organisée une manifestation éco-responsable, elle se déroulera à Nantes en novembre. Donc, on vous communiquera évidemment tous les documents le temps venu. Et puis pour vous dire que tout ça, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est pas une ou deux personnes qui construisent tous ces documents, toute cette philosophie. C'est une équipe et je tiens à remercier ce soir toutes les équipes à la fédération, salariés, cadres techniques et bénévoles. Il y en a un certain nombre qui nous écoutent ce soir pour justement alimenter cette philosophie globale et faire que le monde contribue à ce projet de société. Voilà, donc on vous remercie de votre attention et maintenant on va répondre à vos questions. Oui, alors juste pour info sur les éléments techniques, apparemment le souci d'accès au chat, il vient pour certains de l'utilisation de l'appli qui ne propose pas cette fonctionnalité et pour d'autres, au contraire, via l'appli, il n'y a pas de chat, c'est en passant par un navigateur web qu'on y accède, quand le navigateur accepte d'accéder à la salle. Voilà, donc ça fonctionne pour certains et pas pour d'autres, ça fait partie des éléments qu'on essaiera de corriger pour une prochaine fois. Donc je passe aux premières questions qui ont été posées dans l'ordre dans lesquelles elles sont arrivées. Avez-vous des outils accessibles pour calculer un bilan carbone d'un événement sportif? Alors, donc à ce jour, il n'y a pas d'outil universel sur cette question-là. Il y a une promesse à travers Paris 2024 justement de rendre disponible un outil que tout mouvement sportif pourra s'approprier. Cet outil est en cours de développement. Après, il y a des sociétés qui proposent ce type d'action. Et puis, dans le cadre de la charte du ministère des Sports, on a aussi des outils pour évaluer un petit peu l'impact de notre politique éco-responsable. Mais voilà, pour avoir vraiment des outils faciles d'accès et faciles à prendre en main, Paris 2024 va être un levier pour vous apporter des éléments. Merci. La fédération a-t-elle des solutions pour diminuer l'impact des volants en plumes? Donc une question bad, au niveau éco-responsabilité, achat, recyclage, etc. Alors, évidemment, il y a une chose à comprendre et à intégrer, c'est qu'il n'y a jamais de solution idéale avec un impact nul. Vous avez toujours des conséquences positives et des conséquences négatives. Notre rôle, c'est de tendre vers une minimisation des conséquences négatives. Quand vous avez effectivement des volants qui viennent de l'autre bout de la planète avec des animaux vivants qu'on plume, ça soulève des questions. Pour autant, avoir des volants 100% plastique qui créent du déchet, eh bien, c'est un problème aussi. Donc, vous voyez, il n'y a pas à ce jour de solution idéale. Pour autant, notre rôle, c'est d'alerter les institutions internationales et de travailler avec les producteurs. Vous savez qu'en France, il y a une loi sortie récemment sur l'économie circulaire, mais ça s'applique évidemment aux producteurs français. Les volants viennent essentiellement de l'étranger. Maintenant, notre rôle, donc, c'est vraiment de discuter avec eux, de les sensibiliser à ça, parce que la culture n'est pas la même partout sur la planète face à ces enjeux-là. Donc, on travaille à la fois sur la filière de production, mais aussi après sur les recyclages et les réutilisations. Il y a tout un écosystème qui se développe autour des volants. J'ai vu dans les commentaires qu'il y avait d'autres acteurs qui se manifestaient.
Voilà, c'est aussi un levier d'innovation. Et inévitablement, dans la communauté, il y a des gens qui vont avoir des idées pour répondre à ces questions-là. Merci. Une question dans le même esprit pour le tennis de table. Quelles sont les voies de recyclage des balles de tennis de table? Alors, le tennis de table est à peu près dans la même problématique que le badminton, sauf qu'on n'a pas les plumes, nous. Mais actuellement, je participe avec une grande ancienne de magasin de sport à une étude sur le recyclage des balles qui sont maintenant en plastique. Donc peut-être que dans quelques mois, quelques années, on aura une solution sur le recyclage de ces balles. Mais c'est compliqué parce que même si c'est du plastique, il y a beaucoup de colle dedans et c'est ces colles qui posent problème actuellement sur le recyclage. Ok, alors je remonte. Tac. Donc toujours dans cette logique-là, pour le BAD, la fédération pourrait-elle aider les clubs à l'achat de matériel et surtout les volumes de production française? Donc tu y as répondu en partie, Johan, mais est-ce qu'il y a des précisions à apporter là-dessus? Alors, il y a une volonté. Dans le cadre, là encore une fois, je vois énormément de très bonnes idées dans le chat. Ces idées-là, n'hésitez pas à les reporter dans l'enquête qu'on a lancée sur Badminton Responsable, parce que on n'a pas pensé à tout. Et justement, l'intelligence collective, c'est de mobiliser tout ce que vous pouvez avoir à l'esprit et auquel aujourd'hui on n'a pas pensé. Donc typiquement, il y a un axe dans cette stratégie Badminton Responsable sur la mutualisation et les centrales d'achat. Parce qu'on achète tous la même chose, parce que sur nos tournois, on va avoir besoin de certains matériels qu'on utilise une fois dans l'année. Est-ce que c'est vraiment une démarche éco-responsable? La réponse est non. Donc, il faut qu'on arrive à créer ces dynamiques-là, et c'est grâce à vous, grâce à vos retours sur l'enquête, qu'on va se forcer à l'intégrer dans notre plan d'action et à vous proposer des solutions. Merci. Une question autour du transport. Y a-t-il des idées d'application pour le covoiturage avec un partage des convocations? Alors, je suppose que c'est un exemple. Est-ce qu'on travaille à le développement d'applis spécifiques? Enfin, si vous voulez, sur les convocations, je pense que c'est les convocations de réunion, ils veulent parler, c'est la question. Convocation aux compétitions. Convocation de compétition, je pense plutôt. Ah, d'accord. Là, il y a déjà des sites de covoiturage qui existent. Bon, le problème, c'est ça va être beaucoup, mais je ne sais pas, mais c'est peut-être une appli intéressante à réfléchir dans l'avenir pour que les badistes puissent peut-être covoiturer ensemble, les pongistes aussi. Voilà, peut-être une réflexion à mener dans l'avenir. Ok. Avez-vous des retours d'expérience sur une buvette bio au niveau du surcoût d'achat, des ventes et du coût du bilan financier? Donc, alors, tennis de table ou bad? Je serais incapable de vous donner les chiffres là concrètement. Maintenant, dans le label EcoBad, il y a un retour après la compétition sur ce qui a été mis en place, ce qui ne l'a pas été. Et typiquement, comme je le disais tout à l'heure, ça passe par un bilan écrit. Et ces bilans écrits sont à nous transmettre. Donc, on a une immense base de données de toutes vos bonnes actions que vous mettez en place dans vos clubs, sur vos tournois. Et un des buts du temps qui vient, ça va être d'intégrer tout ça et d'en faire une analyse pour vous faire des retours. Évidemment, l'aspect économique, on n'est pas là pour le négliger. Ça fait partie des axes de notre démarche. Maintenant, la question, c'est où est-ce qu'on place le curseur entre le coût que ça peut représenter à l'instant T et la rentabilité sur le temps long, ce qui me permet de répondre à une des questions que j'ai vu passer sur les éco-verts. Les éco-verts, évidemment, c'est un plus, à condition que ça ne devienne pas un objet de collection. L'éco-vert, vous le donnez une fois, et le but, c'est que les joueurs l'aient toujours avec eux partout où ils vont, qu'il n'y ait plus besoin de leur en donner. Si à chaque tournoi, on redonne un éco-vert, évidemment, là, on annule toute la démarche, puisque l'éco-vert ne devient rentable d'un point de vue écologique qu'au bout de 7 utilisations. Donc 7 gobelets en plastique qu'on n'aura pas consommé. Donc évidemment, tout ça, c'est de la sensibilisation sur laquelle on n'a pas encore été très bon sur la décennie qui vient de s'écouler.
C'est pour rajouter un petit peu, c'était une consultation lors de la dernière réunion avec le ministère des Sports sur le développement durable, où les différentes fédérations présentes constataient effectivement qu'aujourd'hui, les pratiquants n'hésitaient pas à revenir avec des éco-cups, des éco-gobelets, et donc là, il y a quand même une piste à travailler sur cette réutilisation des éco-cups. Il y a une question toujours sur les contenants. Est-ce que les contenants en verre sont autorisés sur les terrains? Donc bad et tennis de table. Normalement, non. Nous non plus, pour une question de risque. Oui. Voilà, merci. Est-ce qu'il existe des systèmes de consigne pour les boîtes de volant afin d'utiliser seulement une seule boîte de volant? Alors, le volant en vrac sera certainement une des pistes à explorer pour que votre tube ne soit pas en perpétuelle réutilisation, enfin, justement, soit en perpétuelle réutilisation, que vous en achetiez un et qu'après vous veniez remplir de volants à chaque fois. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Il y a des solutions de réutilisation des tubes de volant. Ça a été évoqué dans le chat. J'ai vu passer la solution boîte à part. Il y avait d'autres solutions qui existent également. Mais voilà, là, c'est aux producteurs, évidemment, qu'on s'adresse, d'avoir éventuellement cette offre-là, même si ce n'est pas tellement les revendeurs, c'est vraiment les producteurs qu'il faut toucher. Et sur le tennis de table, je ne sais pas comment sont conditionnées les balles. On trouve de tout. On trouve du vrac, mais avec du plastique. On trouve du carton avec beaucoup de balles dedans. Mais des balles en vrac, on n'a pas encore. Et on est un peu dans le suremballage. C'est un produit qui est un peu suremballé à mon goût. Une question sur le label EcoBad, donc badminton. Dommage que le label soit réservé à des manifestations et même limité à une compétition. C'est une action permanente. Pourquoi ne pas décliner comme le label École française de badminton avec par exemple des icônes, fleurs pour valoriser selon le degré d'action déployé par le club? Alors, c'est une remarque et une question. Tout à fait, et qui revient beaucoup. On a été en phase avec notre première stratégie. Notre première stratégie, c'était faire évoluer les mentalités en utilisant la compétition comme levier. Donc, on a développé un label pour les compétitions. Évidemment, là, on part sur une nouvelle stratégie et la question du label revient tout le temps. Il y a déjà des territoires, par exemple, il y a le comité départemental du 78, vous avez, je crois, la ligne de Bourgogne-Franche-Comté, qui ont mis en place leur propre label. Aujourd'hui, il n'y a pas de label fédéral qui récompense la qualité de la vie associative dans son ensemble. On a entendu ce retour-là et on s'est intégré dans les réflexions actuelles au sein du secteur territoire durable à la fédération et on verra quelle solution on va pouvoir apporter à ce constat-là. Mais on l'a entendu, on l'a intégré. Le but n'est pas de multiplier forcément les labels, mais de faire éventuellement évoluer l'existant. Tout ça, c'est en cours de réflexion. On peut encore faire une ou deux questions si vous êtes d'accord. Donc toujours sur les boîtes de volant, hein, donc ça reste dans l'univers BAD. Les boîtes de volant en fin de vie sont à déposer dans quelle poubelle ou container? Eh bien, tout dépend de là où vous l'avez acheté. Aujourd'hui, la majorité des tubes, vous avez un conditionnement carton à l'extérieur, mais vous avez un conditionnement différent à l'intérieur pour préserver la bonne tenue des volants en termes d'hygrométrie et de température. Maintenant, il y a des nouvelles enseignes qui se sont montées pour justement vendre des tubes qui sont totalement recyclables. Les tubes classiques ne le sont pas. Une certaine gamme de nouveaux tubes le sont. Merci. Dernière question autour du sportif. Peut-on agir sur le nombre de membres d'une équipe pour remplir un véhicule et réduire l'impact carbone? Donc, ajuster les règlements. Moi, je peux répondre pour la Fédération de tennis de table. On avait des équipes il y a 7-8 ans, un truc comme ça, des
équipe à 6 joueurs. Et donc, on est passé maintenant à 4 joueurs. Donc, voilà. Donc, 6 joueurs, c'était 2 voitures, voire 3 voitures. 4 joueurs, donc, maintenant, plus qu'une voiture. Donc, il y a eu une décision politique fédérale pour diminuer le nombre de joueurs par équipe. Et ça n'a pas augmenté exponentiellement le nombre d'équipes. Alors, je reviens juste sur la question des tubes. On m'a dit que je viens de dire une bêtise, donc si Nathalie peut corriger ce que je viens de dire sur les tubes de volant. Oui, je pense que maintenant, je suis désolée, Johan, maintenant tous les tubes de volant se recyclent parce que normalement, tous les papiers et tous les cartons se recyclent. Et on peut prendre l'exemple des briques de lait qui sont avec du... Nous, on avait posé la question au centre de recyclage à Marseille et pourtant, nous ne sommes pas très en avance à Marseille sur le recyclage. Et les briques de lait qui ont un film plastique à l'intérieur, enfin pas un film plastique, mais un film aluminisé, ça se recycle aussi sans problème. Ils sont en capacité, normalement, sur toute la France, de recycler ce genre de choses. Voilà, merci beaucoup Nathalie de la précision. Je n'étais pas au goût du jour sur les règles de tri. Okay. Sur les tubes de volant, il y a la question autour des bouchons aussi. Est-ce que les bouchons sont recyclables ou non? On a évoqué tout à l'heure la possibilité de les regrouper puis de travailler avec les bouchons d'amour. Donc voilà, en plus vous faites une bonne œuvre avec les bouchons d'amour. Ok, et dernière question toujours autour du recyclage des tubes de volant. Est-ce qu'il y a un recensement des marques qui évoluent justement dans le conditionnement? Est-ce qu'il y a des marques qui sont plus, qui ont une pastille un peu plus éco-responsable que d'autres? Alors, il y a effectivement depuis quelques temps un certain nombre d'enseignes qui se lancent dans cette démarche-là. Nous, notre rôle évidemment, c'est de prendre la démarche dans son intégralité. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait que de l'affichage, il faut qu'on ait le suivi derrière en termes d'impact, de ce que sont devenus les matériaux. Et voilà, donc c'est une démarche globale. Et quand effectivement on arrivera à avoir une vision sur la totalité du processus de la production jusqu'au reconditionnement, au recyclage, à la réutilisation, effectivement, on pourra avoir un guide qui sera jamais exhaustif. On essaie d'avoir un regard sur tous les territoires, mais il y a des choses qui échappent à nos radars. Mais clairement, là, on veut être dans cette démarche de vous fournir tous les outils pour que vous puissiez avoir votre première étoile EcoBat facilement. Et puis aller plus loin si vous voulez aller plus loin. Et ça passe par une liste de prestataires, ça passe par ces demandes-là. Merci, on a dépassé 19 heures, il n'y a plus trop de questions qui arrivent, donc je vous propose, si vous êtes d'accord, de conclure. Je vais conclure en premier. Merci tout d'abord à la Fédération de BAT d'avoir fait encore cette collaboration et c'était agréable. Merci à vous. Et puis bonne fin de confinement parce que va falloir peut-être qu'on va pouvoir commencer à retourner dans nos salles. Merci. Le mot de la fin pour le BAD. Voilà, je vais m'associer à Pascal pour vous remercier d'avoir été aussi nombreux ce soir. On espère que, à défaut de vous avoir donné toutes les clés, parce que ce n'était pas possible dans le temps imparti, de vous avoir donné envie de vous intéresser à ça et de savoir trouver à l'avenir les bons interlocuteurs à la fédération pour vous accompagner dans cette démarche. Et on vous souhaite que ce badminton de demain soit aussi épanouissant que possible à travers cette démarche responsable. Donc merci à tous et à toutes. Merci, bonne soirée à tous et vous pourrez avoir accès aux replays et aux supports qui ont été présentés dès le début de semaine prochaine. Merci, bonne soirée à tous. Pour le support, ok. Merci, bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir.